qui remplace au pied levé Frédéric Roussel, qui n'a pas pu venir, et qui est donc lui aussi géopoliticien. Et donc il est notamment l'auteur d'une géopolitique du sport aux éditions Gréal, paru l'année dernière, je crois 2017, une autre explication du monde, tout un programme. À ma gauche, Grégory Schneider, je n'ai pas besoin de vous le présenter, si vous êtes passionné de foot, vous le connaissez nécessairement. Donc il est journaliste sportif à Libération, il officie aussi à l'Équipe TV, je le vois régulièrement dans mon émission préférée, l'Équipe du soir. Et je dois dire, elle ne le sait pas, mais je suis un grand fan de lui. Les articles de sport dans l'IB, c'est à peu près la seule chose que je lis depuis des années. Et ces articles, je veux dire, sont brillants et toujours intéressants à lire. Et par ailleurs, il a une grande réflexion sur le sport. Je me rappelle de l'avoir entendu il y a quelques années chez Finky, dans l'émission Réplique, France Culture. Mais en même temps, il ne fait jamais son cuistre, il est toujours dans le sujet, quand c'est sur l'événement, c'est vraiment sur l'événement, dans le détail des choses, avec la passion. Je trouve que c'est vraiment une très bonne synthèse de la passion pour le foot et de l'intelligence analytique. Voilà, c'était pas pour... C'est sincère. C'est l'arbitre très partial. Mais, donc je fais une très rapide intro, mais un peu par la bande. Vous savez qu'on est en 2018, c'est l'année de la commémoration, ou d'ailleurs l'année de la polémique sur la commémoration de Charles Maurras, le fondateur de l'Action française. Et à cette occasion, j'ai découvert un texte que je ne connaissais pas, les lettres sur les Jeux Olympiques, qu'il a écrit en même temps que l'événement avait lieu, en 1896, c'est les premiers Jeux Olympiques, les premières Olympiades modernes. Et Charles Maurras a une interrogation sur le sens de l'événement, puisqu'il compare évidemment avec les Jeux Olympiques antiques, qui étaient les Jeux Olympiques de la Grèce. Donc, il commence par dire qu'il avait une prévention, une inquiétude, qu'il formule ainsi. Cette internationale nouvelle, l'internationale du sport, me déplaisait. Et il dit pourquoi. Ce mélange des peuples risquait à mon sens d'aboutir non point à un intelligent et raisonnable classement des nations modernes, mais au pire des désordres du cosmopolitisme. Et puis, parce qu'il dit, voilà, les Jeux Olympiques de la Grèce, il y avait une nation, la Grèce, là il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas de monde, ça veut dire quoi? Bon. Et puis finalement, il dit que l'expérience l'a converti. Alors, il dit pourquoi? Il dit parce que finalement, il a assisté à la passion des nationalismes. Quand plusieurs races distinctes sont mises en présence, obligées de se fréquenter, bien loin de s'unir par la sympathie, elles se détestent et se combattent au fur et à mesure qu'elles croient se connaître mieux. Le voilà rassuré. Le voici. Donc, évidemment, ce que je voulais dire, c'est, pour commencer, pourquoi c'est une introduction par la bande, je voulais dire que notre interrogation est la même, mais évidemment en inversant les signes. C'est d'ailleurs la première question que je voulais poser à nos interlocuteurs, c'est, le foot, les grandes fêtes sportives modernes, et principalement le foot qui est la passion mondiale dominante, est-ce que c'est ce qui exacerbe les identités, les nationalismes, ou bien est-ce que ça favorise la pacification des relations entre les peuples et les nations? Je ne sais pas lequel d'entre vous. Allez, si on regarde d'abord le sport, et généralement le football, qui est le premier sport pratiqué, qui est vraiment une religion mondiale pour le coup, on va se rendre compte que les deux réponses peuvent s'entendre. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que le football permet l'affirmation nationale. On a tendance à dire que les nations, c'est à la fois une histoire, une langue, une culture commune, l'envie de vivre ensemble, mais c'est aussi être capable de se réunir derrière une équipe. On le verra à l'occasion de la Coupe du Monde 2018. On verra les Français progressivement au fur et à mesure du tournoi suivre, et on espère jusqu'au bout, l'équipe de France. Et on verra un enthousiasme collectif qui va s'accompagner de patriotisme et dans certains cas d'une certaine exacerbation nationaliste. On a véritablement derrière le football cet enthousiasme des peuples. Alors pour certains c'est de l'aveuglement, c'est la sociologie critique qui nous le dit, mais si on regarde les choses de manière plus positive, on se rend compte aussi que c'est un véritable ferment de fierté. Ça permet justement au peuple de se reconnaître, de se réunir, et c'est ce qu'on verra probablement lors de la prochaine Coupe du Monde. C'est ce qu'on a vu aussi en 98 et en fait aujourd'hui les 20 ans. Alors, je pense qu'il y a une façon d'aborder cette histoire-là, ça peut être notre ami Rabiot en fait. Donc, parce qu'il a, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, il était remplaçant, c'est-à-dire qu'il était dans une espèce de liste de réserve si jamais quelqu'un se blessait pour aller au mondial russe, et lui a dit je ne veux pas être dans la réserve. Vous me prenez pas, et si vous ne me prenez pas, je m'en vais. Et les réactions par rapport à son attitude ont été
je trouve incroyable, totalement disproportionné. C'est-à-dire que Rabiot, en fait, ne pénalise que lui-même. Il fait un geste, il prend une décision, il dit « moi, je ne veux pas être comme ça entre deux portes » et il sera probablement sanctionné lourdement en tant que tel. C'est-à-dire qu'on lui dira « voilà, il n'y aura plus de sélection pendant 6 mois » ou quelque chose. Bref, il est le seul impliqué. Il fait un geste, il l'assume, il l'a assumé par la lettre qui a été dite hier sur RTL, il n'y a rien à dire. Or, c'est comme s'il avait trahi. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, alors, il a fait danser le PSG pendant 3-4 ans, ça ne posait pas de problème parce que c'est un club. Mais là, on touche manifestement à quelque chose de supérieur. On touche, c'est un peu, enfin, j'ai un petit peu l'impression que chez les gens, l'appel de la sélection nationale, c'est un peu le coup de clairon, le lever du drapeau et le mec arrive. Or, ça ne va pas de soi. Si on vous dit, écoutez, vous allez aller travailler pour la mairie de votre ville pour 1 € de l'heure, vous direz, j'y vais si je veux. Or, lui n'a pas ce choix-là. C'est-à-dire que c'est comme si on le mettait au pied de cette espèce de sentiment national avec laquelle, par ailleurs, il n'a pas grandi. Il a grandi au Paris Saint-Germain, dans une multinationale où il y a deux internationaux par poste, pour la plupart étrangers. Mais c'est comme si la sélection, et c'est là, par rapport à ce qu'a dit mon collègue, peut-être dissocier les clubs de la sélection. Les clubs maintenant sont des marques globales. Le Barcelone a autant de supporters en France qu'en Asie, que vous voulez. Tandis qu'il reste cette réserve de la sélection qui est une espèce de refuge effectivement un petit peu ambigu. C'est pour ça que c'est très intéressant ce qu'a dit Maurras, parce qu'il a eu quand même cette intuition-là tout de suite. Ça résiste. C'est comme si quelque chose allait contre le sens du vent ou du courant. C'est extrêmement curieux. Alors, curieusement, on a l'impression qu'on a, depuis quelques décennies, qu'on assiste en tout cas en Europe à même s'il y a ce sentiment nationaliste autour des équipes nationales, on a aussi l'impression que ce sentiment nationaliste, il est d'autant plus exacerbé que les gens ont le sentiment que justement les joueurs sont des mercenaires qui se vendent au club le plus offrant. Alors, mais on a quand même le sentiment, moi ça m'avait frappé au moment de la Coupe du Monde en Allemagne, qu'il y a ce sentiment nationaliste, il s'est pacifié, en tout cas peut-être par rapport à ce qu'il a été naguère ou ce qu'il peut être encore sur certains continents, alors qu'à l'inverse, dans les relations, entre l'identification au club, il y a un sentiment identitaire passionnel et irrationnel et violent parfois. C'est plutôt dans les supporters de clubs qu'on rencontre le plus de violence ou de passion agressive. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les faits vous donnent raison sur les... Alors, il y a quelque chose de très intéressant à propos de la Coupe du Monde en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé cette Coupe du Monde comme vitrine et même ils ont utilisé la sélection allemande pour faire autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont froidement décidé d'utiliser le football. Qu'est-ce qu'ils se sont dit les Allemands ? Bon, ils étaient dans une impasse en 2004, ils se font sortir au premier tour de l'Euro au Portugal, ils n'ont plus de joueurs, ils n'ont plus rien. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, on va utiliser la sélection pour faire changer le pays, ou au moins la perception qu'on a du pays. Est-ce qu'on veut les fils d'immigrés ? Oui, on les veut dans la sélection. Ça s'est décidé. L'Allemagne multiculturelle. Ça s'est décidé quand même dans un bureau. Ça s'est décidé dans la salle des cartes. Bon, qu'est-ce qu'on veut comme joueurs ? Est-ce qu'on veut ces joueurs allemands puissants, dominateurs ? Non, on veut des joueurs d'intervalle, des joueurs de ballon, qui glissent entre les lignes, qui sont plutôt dans le contrôle et la maîtrise technique que dans l'affrontement fort, pur et dur. Et ils ne se sont jamais démis de cette vision-là. C'est tout à fait fascinant. Il y avait un journaliste allemand que je connaissais qui m'avait dit, il n'avait pas compris, enfin on va un peu rentrer dans le détail, mais vous allez voir où je veux en venir, il n'avait pas compris la demi-finale de 2010 contre les Espagnols. Parce qu'il se dit l'Espagne a un jeu de contrôle et la seule façon de battre l'Espagne ce jour-là, c'était de lui rentrer dedans. Ce qu'ont fait les Pays-Bas en finale un peu après. C'est-à-dire de jouer violemment, de jouer... Les Allemands, ils savaient ça, tout le foot le savait, mais les Allemands ont refusé ça. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, notre but, notre manière d'exister, la façon dont on est constitué n'a pas à être compromise, fût-ce pour un match, fût-ce pour une demi-finale de Coupe du Monde. Il y a quelque chose de plus puissant que ça, qui est notre image, qui est ce qu'on veut en faire. Alors, ça pose la question de l'utilisation du football. C'est-à-dire que là, le football est instrumentalisé d'une certaine façon, peut-être dans le bon sens, où il ne nous appartient pas. Mais effectivement, on peut utiliser aujourd'hui une sélection
pour exprimer quelque chose. Pendant les Jeux Olympiques, vous avez quand même les derniers Jeux Olympiques, si les Français n'ont pas communiqué sur la France Black Blanc Beurre, la seconde génération, là, ils n'ont vraiment fait que ça, et les boxeurs qui ont été mis en avant. Et c'est-à-dire qu'effectivement, ça devient la manifestation de quelque chose qu'on peut faire passer. C'est le visage d'un État. C'est le visage d'un État, c'est littéralement. Et ce qui est assez intéressant, on le voit aussi avec l'exposition qui est à l'extérieur de l'amphi, on voit une véritable volonté avec les États au XXe et au XXIe siècle d'utiliser le sport pour à la fois faire passer un message, livrer des guerres de manière euphémisée, c'est-à-dire qu'on va se rencontrer sur le terrain. Il suffit de voir certaines déclarations dans les années 80 lorsqu'on rencontrait l'Allemagne, le contentieux entre les deux États. On voit l'identité allemande justement qui s'est construite. Il y a le miracle de Berne, c'est l'Allemagne séparée qui retrouve une fierté. On sait aujourd'hui que le titre a été obtenu dans des conditions particulières. C'est l'Allemagne des années 90 aussi, c'est donc l'Allemagne de la réunification. Le mur est tombé, mais l'URSS n'est pas encore, c'est pas encore complètement effondré. On a une Allemagne différente. Et puis il y a justement cette Allemagne multiculturelle qui change. Avec une vraie question aujourd'hui, on l'a vu, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, Erdogan, le leader turc, a rencontré les joueurs allemands de la diaspora, et donc est sorti un cliché qui a fait énormément parler en Allemagne et à l'extérieur, puisque ces joueurs, notamment Mesut Özil, donnaient l'impression d'aller dans le sens de la politique du leader turc. Et donc là, on a véritablement cette approche très géopolitique, c'est-à-dire que chaque élément dans le sport est politique, porte quelque chose qui révèle aussi des relations géopolitiques. Et là, pour ce qui est des rapports de force, on le verra avec la Russie, que la Russie veut organiser la Coupe du Monde, qu'elle sous-investisse finalement aussi sur sa sélection d'ailleurs. Il y a une vraie volonté derrière. Ils savent pertinemment qu'ils n'auront pas le titre. Par contre, il faut donner la meilleure image possible. Et c'est pas pour rien que les États-Unis, par exemple, veulent tout faire pour organiser la Coupe du Monde en 2026, quitte à bénéficier parfois du soutien de la FIFA. Et c'est pas pour rien non plus que la Chine s'est engagée à ne pas aller candidater en 2026 pour attendre 2030. Les enjeux sont complètement différents. Ils relèvent de la question de la puissance, de la domination, en tout cas des rapports de force entre États, et puis surtout ils relèvent aussi des peuples. C'est pas pareil, par exemple, on parlait des supporters du PSG juste avant, supporters illustres, particulièrement inventifs, mais il n'y a pas le même type d'engagement. On est sur un ancrage local. On est sur quelque chose qui finalement vous renvoie à la ville. C'est aussi géopolitique. Par contre, c'est vrai qu'avec la sélection, on est sur quelque chose de complètement différent. Alors, sur les sélections, il y a eu aussi quelque chose d'intéressant là-dessus qui était autour du cas Benzema. C'est-à-dire que quand Benzema a été donc mis en examen, à peu près dire ça, le président de la Fédération française, Noël Le Graët, s'est dit « Je vais utiliser le cas Benzema, je vais le ramener en équipe de France et il va disputer l'Euro ». Parce qu'il n'a pas été condamné, donc techniquement c'était à peu près caché. Et surtout, il voulait faire passer l'image que le foot c'était tout le monde. Y compris Benzema, y compris un réponse. Parce que sa place, il l'a gagnée sur le terrain, il l'a gagnée au Real Madrid. Donc Noël Le Graët s'est dit on va utiliser le foot pour en fait faire re-rentrer Benzema dans la nation ou la nation dans Benzema. C'est-à-dire que c'était un peu son idée. Alors ça s'est arrêté parce que Deschamps a dit non, puisqu'il y avait, pour lui, il y avait un danger au niveau de l'opinion publique, et quand vous avez un euro à domicile, vous devez avoir l'opinion publique. Mais il y a eu ce débat-là avec cette impulsion de Le Graët qui s'est dit on va prendre le foot comme un étendard en fait. La grandeur du foot, c'est quoi au fond? C'est d'offrir une place à table à un mec comme Ribéry. Si vous voyez d'où sort Ribéry, il n'y a aucune chance de le voir arriver sur les radars, où que ce soit, quel que soit voilà. Mais le foot, c'est tout le monde. C'est la dernière chose qui rassemble tout le monde. Si vous regardez un quart de finale de Coupe du Monde, c'est 20 millions de téléspectateurs à peu près. Donc c'est assez démocratique. Donc lui, il s'est dit, Le Graët, on va faire ça. Et Deschamps a résisté. Et c'est quand Deschamps résiste, ça fait aussi écho à cette espèce de défiance qu'ont eu les joueurs de 98 à assumer le Black Bomber. C'est-à-dire qu'ils s'en sont toujours beaucoup méfiés. Zidane, il a toujours été à un niveau d'engagement à minimum. Je pense qu'il n'y a qu'en 2002 où il a dit entre les deux tours qu'il ne fallait pas voter. Voilà. Sinon, on ne l'a jamais entendu. Ils sont très méfiants par rapport à ça, parce que quelqu'un comme Deschamps pense que le foot est fragile, qu'il ne peut pas porter cette charge sur laquelle que les Allemands lui ont mis sur le dos, qu'il ne peut pas porter la charge que manifestement Poutine mettra sur le dos des Russes. C'est-à-dire qu'il y a quand même chez, en tout cas les grands anciens de 98, l'impression que le foot quand même est fragile et qu'il ne peut pas supporter ça. Mais c'est un avis parmi d'autres. C'est-à-dire que tu peux parfaitement utiliser le football pour dire autre chose ou pour exprimer autre chose. On voit par exemple avec la sélection
du FLN, en pleine guerre d'Algérie. Il y a eu la volonté d'utiliser le football pour en faire finalement l'image d'une Algérie qui se voulait indépendante. Et dans ce cadre-là, le foot a été finalement l'ambassadeur de cette cause. Alors on a vu que la sélection du FLN a connu énormément de débats. Aujourd'hui, on a la question de la Palestine, par exemple. La stratégie de la Palestine aujourd'hui, elle est simple. À l'ONU, ça fait pertinemment qu'ils ont un mal fou à se reconnaître comme membre permanent. Donc, ils passent par les institutions sportives. Et il y a une véritable stratégie d'entrisme par le sport, notamment dans le cadre de la FIFA. La FIFA aujourd'hui est bien embêtée puisque il arrive à Israël de poser énormément de difficultés aux joueurs lors des rassemblements internationaux. Il y a eu pas mal de papiers sur la question il y a 1 an et il y a 2 ans. Et aujourd'hui, la Palestine se sert notamment du foot pour justement montrer comment l'État israélien agit par rapport à sa sélection pour dénoncer aussi la situation israélo-palestinienne. Et là, on est typiquement dans cette instrumentalisation. Il y a un troisième exemple qui me vient, parce que tu parlais justement de 98, c'est la récupération par le Front National de la question de l'hymne. Jamais dans les années 80, on se posait la question de savoir si on chantait l'hymne. Jamais vous n'avez vu Michel Platini chanter l'hymne. Personne ne chantait l'hymne national. C'est une idée qui vient de Jean-Marie Le Pen, qui a été imposée progressivement 95-97 avec l'euro. Et là, vous voyez un glissement et une récupération clairement politisée, avec derrière toujours un débat qui est biaisé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un bon français, vous n'êtes pas celui. Enfin, un bon français, c'est celui qui chante l'hymne national et qui correspond à un stéréotype. Et là, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir comment le foot aujourd'hui dépasse le cadre du sport et, par sa puissance d'évocation, par sa puissance de rassemblement, va bien au-delà. Alors, je vais mettre en miroir par rapport à mon collègue, c'est-à-dire qu'effectivement, les pays savent qu'ils peuvent utiliser le sport. Il y a plus de pays accrédités à la FIFA qu'il y en a à l'ONU. Ouais, il faut bien comprendre ça. C'est 211, je crois. 211 à 204. C'est 211 pour la FIFA et c'est 193 membres permanents à l'ONU, 197 au l'ONU. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils sont dans une démarche, la FIFA ou les instances sportives sont dans une démarche extensive. C'est-à-dire que, alors, je vais essayer il y a un point d'histoire parce que ça s'est joué, en tout cas dans le foot, à un moment précis, qui est la campagne pour la présidence de la FIFA en 73. C'est-à-dire qu'il y avait Sir Stanley Rouse, qui était un Anglais, qui était le sortant, et qui avait une vision du foot comme d'un conservatoire. C'est-à-dire, c'est un musée, si tu veux rentrer dans le musée, tu t'essuies les pieds, tu acceptes les règles, tu adoptes les règles, et tu es invité à table, mais tu t'es amendé, tu t'es glissé dans le costume qu'il fallait, voilà, ça c'est la première vision. C'était celle des Anglais, donc le foot comme voilà, une espèce de musée. Et en face, il a eu pour la première fois, alors que ça passait, il était réélu tranquillement depuis la nuit des temps, il a eu Sir João Havelange, un Brésilien, qui lui a eu une intuition, alors ça c'est un tournant du siècle sportivement, c'est probablement le grand tournant. Il a eu l'intuition inverse. Il s'est dit non, les pays vont arriver comme ils sont, et ça va enrichir le musée, ça va agrandir le musée, ça va changer le musée. Mais en tout cas, ils vont arriver avec leurs différences. João Havelange a gagné ces élections-là. Avec Adidas, oui, plus c'était un. Et définitivement, tout a tourné. Pourquoi ? Parce que le foot, du coup, étend son empire. Si vous invitez un tel, si vous invitez les Palestiniens, si quelque part, vous faites une avant-garde. Blatter voulait que le triptyque des Coupes du Monde organisées, ce soit États-Unis, Russie, Chine. Il avait le prix Nobel de la paix derrière, il était très bien. C'est comme ça qu'il se voyait. Ce que je veux dire, c'est que... Alors, je vais sortir du foot. Pour illustrer ça, il y a un excellent exemple, me semble-t-il, qui est une judokate qui s'appelle Kelmendi. Et elle est kosovare. Et le Kosovo vient de rentrer dans le giron olympique. Et pour la première fois, le Kosovo concourait lors des Jeux de Rio. Et Kelmendi, elle a eu, en amont des Jeux olympiques, elle a eu 3 contrôles antidopage à la kosovare. Bon, le premier coup, elle n'était pas là. Second truc, on a perdu l'échantillon. Second truc, ces contrôles ont été sciemment étouffés par la Fédération internationale de judo. Ils ont été... alors en plus, pourquoi ils ont été étouffés ? Pourquoi est-ce qu'on ne leur a pas donné ? Parce qu'il fallait absolument garder Kelmendi dans le giron. Elle a été championne olympique derrière, elle a été ultra favorite, et c'est comme si le CIO avait planté son drapeau dans un nouveau pays. Il a accueilli un nouveau pays, il s'est enrichi, il y a quelqu'un en plus, il y a un invité de plus à table. Ça les obsède. À ma connaissance, il n'y a plus une fédération qui peut voir le foot comme un conservatoire. C'est-à-dire que maintenant, c'est rentre qui veut, avec les différences, avec les coups un petit peu. Ça veut dire les combattants de voilée demain, enfin non, même pas demain, au judo, sur des compétitions au Qatar, les combattants de voilée, tu l'acceptes parce qu'il te faut les pays arabes.
Je ne dis pas c'est bien, c'est mal, je ne suis pas politique, mais en tout cas l'idée est d'accueillir le maximum de gens pour que le foot se place quelque part, c'est un peu l'idée de ce que j'entends, en surplomb des nations. Comme si le foot était un peu au-dessus, comme si le foot montrait une espèce de direction, ou le sport montrait une espèce de direction. Regardez, ça c'est le monde idéal, c'est un monde de tolérance, et c'est un monde où tout le monde peut faire vivre ses différences. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit avec le football finalement le stade ultime de la mondialisation. C'est-à-dire que le foot a précédé finalement la mondialisation économique, et le stade ultime de la globalisation, c'est-à-dire tous les pays interconnectés capables de se retrouver, finalement une certaine forme d'idéal de l'ONU, surtout au sein de la FIFA, bon, avec des règles qui sont peut-être moins démocratiques, aussi politiques, avec leur part d'obscurité. Mais on est justement dans cette logique-là aujourd'hui, et ce qu'on voit, c'est que les mêmes problématiques se posent. D'un côté, affirmation des peuples, envie du cosmopolitisme, rencontres, etc., échanges, et de l'autre côté, raccornissement, tendance à se regarder, à se replier, début du protectionnisme. Il suffit de voir les réflexions par rapport à l'ouverture de la Coupe du Monde à 48. Attention, la compétitivité va baisser parce qu'on va faire venir des petits pays qui seront évidemment peu performants. A l'inverse, d'autres disent mais c'est formidable, tout le monde pourra venir jouer, que ce soit la Nouvelle-Zélande ou le Laos. Là, vous avez finalement le meilleur moyen de comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est de regarder comment le foot se structure, avec parfois une part d'obscurité claire. Oui, pardon. Je voulais vous poser une question justement, parce que vous avez, dans ce que votre petit exposé, là, Grégory, vous aviez l'air de dire que finalement, notamment au moment des attributions d'une Coupe du Monde, en fait, la politique de la FIFA, la logique de la politique de la FIFA, c'est une sorte de géopolitique interne, c'est-à-dire sa propre logique, et donc c'est pas le rapport aux puissances politiques extérieures qui compte, c'est la propre logique interne de la FIFA. Oui, tout à fait, et ce faisant, ils ont quand même anticipé le tiers-mondisme ou quelque chose comme ça, ils ont quand même eu cette intuition-là. À Avlange, il y a quand même ce goût-là, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, vous savez, la FIFA, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est un pays, une voix. C'est-à-dire que Gibraltar pèse autant sur les votes que les États-Unis. Non mais quand vous réfléchissez à ce qu'est Gibraltar, vous réfléchissez à ce que c'est les États-Unis. Inglaterre avait lancé le projet Gaulle. Le projet Gaulle, c'est 1 million par fédération pour qu'elle construise des terrains, qu'elle fasse vivre des... Gibraltar, 1 million. La Russie, 1 million. La Thaïlande, l'Indonésie, 1 million. Les îles Sao Tomé et Principe, 1 million. Alors, nous, on peut dire, c'est ridicule, Gibraltar, je ne sais pas comment ils l'ont dépensé le million, ils ont fait des terrains en étage comme des lits superposés, je ne peux pas m'imaginer le truc, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que vous envoyez un message où vous dites à Gibraltar, où vous dites au Moldave, tu regardes le mec dans les yeux, tu es son égal, tu regardes l'émissaire américain dans les yeux, tu pèses autant que lui. Et ça, c'est l'espace qu'on t'offre. On t'offre un espace où tu pèses autant que lui. Ça a été quand même profond. Je sais que Blatter, pour laquelle j'ai un respect incommensurable, je sais que Blatter passe pour un bandit mais vu d'Afrique, c'est Simon Bolivar, le mec. Il est arrivé, il y avait 3 pays en phase finale. Non, mais il est arrivé, il y avait 3 pays en phase finale de Coupe du Monde, 3 pays africains. Il repart, il y en a 6. Je veux dire, après, on peut raconter ça comme on veut. Les Africains ne vont pas dire oui, non, il est ceci, il est cela. On s'est toujours foutu de nous. Là, enfin, on pèse ce qu'on doit peser. On est respecté. Il a cette image-là. Et le football comment dire, et c'est raccord avec la Coupe du Monde à 48, on ne peut plus faire demi-tour. Ce serait complètement aller contre l'époque, aller contre... Et en Europe, il y a eu ce même phénomène avec l'élection de Platini. Donc oui. Platini, il est allé en Moldavie, il a fait son élection dans les pays de l'Est avec c'est les pays de l'Est qui l'ont... Alors tu vas un coup en Moldavie, tu vas un coup en... On laisse des places avec des champions. Voilà, on l'ouvre un peu, tu fais copain avec le chypriote, tu fais copain parce que c'est une voix, c'est un pays, une voix. Donc tu vas pas ratisser, tu vas pas faire la danse du ventre à l'italien pendant 6 mois, alors que si tu vas en Moldavie, que derrière tu vas en Biélorussie, tu as les 2 mecs dans ta poche, tu as le double. Et c'est la force du Maroc, d'ailleurs. Exactement. Ils ont eu une stratégie, là ils sont en compétition avec une candidature nord-américaine, c'est-à-dire Canada, États-Unis, Mexique, pour la Coupe du Monde 2026. Les États-Unis se sont dit c'est bon, c'est joué, on est les plus forts, le meilleur marché, les meilleures perspectives de recettes. Et ils n'ont rien fait. Et ils se sont dit tranquilles, voilà, ils ont attendu. Ouais. Et la FIFA était prête à acter une victoire avant même que la compétition commence. Et le Maroc a fait simplement ce que personne n'attendait. Il est allé voir la totalité des fédérations africaines, il a joué la carte africaine. Ensuite, il a obtenu le soutien de la France, on verra pourquoi. Et puis après, il s'est dit maintenant allons voir les autres. Et ils ont littéralement appliqué une diplomatie par le sport, en s'en servant, en disant voilà, on va montrer après, pour une 5e candidature, ce qu'on peut apporter. Faites-nous confiance, nous sommes différents. Vous verrez de la passion, vous verrez autre chose, vous verrez aussi un pays africain.
Et aujourd'hui, il menace clairement la candidature américaine, à tel point que Donald Trump s'est fendu d'un tweet assassin qui était clairement une menace ouverte, en tout cas une menace de représailles. C'était, par rapport à ce qui est dit, ça m'évoque l'élection de Platini en 2007, parce qu'il était face à Lennart Johansson, qui était l'architecte de la Ligue des Champions. Enfin, l'architecte, c'est son administration qui avait construit la Ligue des Champions, qui est la machine la plus rentable. Et Lennart Johansson, en fait, Platini donc, avait ratissé avec l'avion de Rousselot de Nancy. Il était allé dans les pays de l'Est, il était allé partout, il était allé en Sud, il était allé... Lennart Johansson, j'y étais, j'avais interrogé les votants, il avait passé un coup de fil la veille. Donc, au fait, tu comptes sur moi, de toute façon, tu t'en as plein les poches. Mais c'est plus comme ça. C'est-à-dire qu'il faut aller le voir, le Moldave. Il faut aller le voir, le Burkinabé. Il a une voix. Le fait que le foot ait construit cet espace-là, sincèrement, pour moi, est quand même la clé de son succès et au-delà de son rayonnement, en fait. C'est-à-dire qu'on a quand même, quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas compris le monde avant les autres ? Moi, c'est un petit peu parce que c'est plus polarisé, Trump peut toujours faire ses tweets, c'est plus comme ça que ça marche. On a un vrai multilatéralisme que le foot a construit. Voilà. Ça fonctionne comme une machine à reconnaissance des peuples finalement, et ça rejoint un peu ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que ça permet aux nations de se constituer une identité reconnue voilà, comme internationale. Ça va même plus loin, si on prend la Catalogne par exemple. La Catalogne se sert énormément du foot. Le club de Barcelone, c'est ça. Si vous regardez aussi les sélections qui jouent la Gold Cup, la Guadeloupe, Tahiti, aujourd'hui on a des territoires français qui peuvent sélectionner des anciens joueurs qui ont porté le maillot bleu pour jouer au sein d'une équipe régionale. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas envisageable avec le modèle centralisateur français ou le modèle européen tel qu'on l'a. C'est exactement ça, le fait que la Guadeloupe existe, c'est quand même quelque chose. Vous savez, il y a quelque chose. Quand vous donnez au peuple cette reconnaissance, il y a une image récente en plus enfin moi personnellement qui m'a marqué, c'était la fin du match amical France-Colombie au Stade de France. C'est-à-dire que les Français mènent 2-0. Bon, alors la Colombie, c'est une équipe d'expatriés. Ils sont quasi tous en Europe pour gagner leur pain. Les Français sont dans les plus grands clubs. Et en fait, donc, les Colombiens retournent la situation, mènent 3-2. Et on voit, les caméras sont fixées sur le banc colombien à la fin du match. C'est un simple match amical. Il n'a aucune incidence. Mais les mecs sont là comme s'ils étaient en quart de finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils sont là, le moindre coup de sifflet de l'arbitre, ils sont prêts à envahir le terrain. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de scalper les gringos. Non mais aussi sûrement, évidemment, je veux dire, Falcao est obligé d'aller gagner sa vie en Europe, et là, derrière, quelque part, il y a une belle chose. Il y a le fait qu'un pays moins riche puisse basculer, faire passer par le bastingage le pays le plus riche. Parce que là, on parle de football. C'est toujours une vraie... Alors, c'est tout à fait innocent, parce que c'est juste un ballon qui roule, et en même temps, il y a une expression... Alors, nationaliste, c'est souvent mal connoté, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est d'ordre de la fierté nationale, pas de la fierté nationale, mais de dire moi j'existe aussi. Moi j'ai le droit d'être là, moi j'ai mieux joué, c'est moi qui passe. Et tu peux être le riche, tu peux me faire venir avec tes grands clubs contre le salaire, tu peux faire ce que tu veux, mais là, c'est mon jour, et c'est moi, et c'est mon pays. Il y a quelque chose que je vois, par exemple Falcao qui a complètement coupé les gaz depuis 4 mois parce qu'il ne veut pas se blesser avant la Coupe du Monde. Il faut voir quand même, il doit être à 300 000 par mois ou 350 000 par mois à Monaco, c'est quand même pas mal. Mais non, la sélection, c'est au-dessus. Neymar, il peut jouer contre le Real sous infiltration ? Non, aucun risque. Moi, j'ai mon pays. C'est-à-dire que ça peut être aussi... À la différence de Rabiot. Non mais, oui, mais c'est-à-dire qu'il se dit, moi, je ne vais pas prendre le risque de me mettre au tas pour des saisons en club, j'en aurai d'autres. Et il y a quelque chose qui est au-dessus de ça. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose de tiers-mondiste derrière, et il y a presque quelque chose qu'il faut savoir entendre. Nous, on dit oui, mais même moi, je suis le premier, les affrontements, les peuples... Mais ça, c'est une belle chose. Le fait que Neymar dise, moi, mon pays, ou l'enfance, ou le rapport que j'ai à ça, c'est au-dessus, c'est une belle chose. Il y a une vraie dimension identitaire au sens noble, c'est j'existe, vous ne pouvez pas m'effacer de la carte. Moi, je suis là, c'est pas parce que je suis colombien. Moi, il y a vraiment quelque chose je trouve, presque de poignant derrière ça. Alors, après, ça peut aller aussi très loin. Par exemple, la stratégie du Qatar, qui consiste là, pour le coup, à se faire connaître par le sport, à utiliser le sport pour se préserver aussi du risque stratégique que constituent ses voisins, et à utiliser le sport pour accroître ses relations avec des partenaires qui peuvent le protéger, mais aussi avec finalement avec des opinions internationales qui ne savaient pas il y a 20 ans ce qu'était le Qatar et où ça se trouvait. Aujourd'hui, en achetant le PSG et en investissant autant dans le football, là on parle de milliards d'euros quand même, en allant chercher Neymar en pleine crise du Golfe.
Il y a une vraie volonté de se préserver et d'utiliser le sport à notre fin. Neymar au PSG, c'est pas simplement un sportif, ça dépasse ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté, si ça avait coûté 300 millions, 400 millions, ils les auraient mis sur la table. Il y avait une vraie volonté derrière de montrer que le Qatar existait encore et de reprendre le contrôle du storytelling. On parlait de soft power tout à l'heure, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que le sport aujourd'hui, et notamment le football, servent à construire un récit complètement différent, globalisé. Et ce récit, c'est aussi une manière de montrer sa puissance de manière différente. On n'est plus dans un simple rapport de force avec deux armées qui se font face. Aujourd'hui, les médias comptent. Une guerre, en moyenne, ça va durer 2 ans. C'est-à-dire qu'après, l'opinion publique se retourne. Pour pouvoir que les États-Unis, par exemple, s'engagent, il faut que les familles acceptent de voir leurs enfants s'engager et combattre. Aujourd'hui, pour ça, il faut qu'il y ait une motivation derrière. C'est toute la logique de la guerre du Golfe, par exemple, sur le combat pour la liberté. Alors, on savait que c'est un combat pour autre chose. Le football aujourd'hui va révéler aussi ça. Et l'exemple du PSG et du Qatar, pour le coup, sont assez exemplaires. Oui, à propos du soft power, justement, alors, si le football est un enjeu du soft power, c'est sans doute du fait de l'autonomie, si je peux dire, de la logique ou du fonctionnement de la FIFA par rapport aux jeux politiques. Oui. Mais justement, quels sont véritablement les enjeux? Alors, il y a un paradoxe déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que c'est peut-être le seul domaine où l'Europe rayonne encore dans le monde comme ayant un soft power supérieur aux autres, puisque c'est quand même l'épicentre du monde du football. L'Europe, la Ligue des Champions, c'est le championnat mondial des clubs où jouent tous les meilleurs joueurs du monde. Et donc, comment se positionnent les autres continents ou les autres grandes nations? Quelle est leur stratégie? Vous avez parlé du Qatar, du Maroc, mais quelle est la vision du soft power, enfin comme enjeu pour la Chine par exemple ou pour les États-Unis, qui a priori ne sont pas des grands pays de football? Si on regarde les 2 terres originelles du football, on a certes l'Europe, mais on a aussi l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que les premiers titres, quand on pense à l'Uruguay par exemple, on a vraiment cette hiérarchie. Après, le foot s'est globalisé, il s'est étendu, il s'est joué un peu partout, on a vu d'autres États arriver, d'autres continents s'affirmer, et on commence à voir des continents, je pense, comme l'Asie, avec la Chine qui veut justement se servir du football et du sport pour autre chose. Il y a de vraies stratégies complexes, on a vu le programme de Xi Jinping, donc, le leader chinois, qui vise à développer le football, le démocratiser, à marche forcée, avec une vraie volonté, c'est développer une économie du spectacle locale, développer un secteur dont on va pouvoir profiter, mais surtout aussi construire ce fameux rêve chinois. Il y a une vraie volonté derrière qui dépasse de loin la simple performance sportive. On est dans une logique qui est clairement celle du grand jeu géopolitique. Là, on est dans des rapports de force qui dépassent le footballeur. Le footballeur n'est qu'un instrument dans l'histoire, et aujourd'hui, il y a ça. Après, pour ce qui est des rapports de force sportifs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'aura jamais eu autant de diversité de football pour des footballs qui, paradoxalement, se ressemblent de plus en plus. C'est-à-dire que tactiquement, on commence à voir les mêmes stratégies se mettre en place et on n'a plus finalement les mêmes identités footballistiques. C'est-à-dire que le Brésil ne joue plus comme il pouvait jouer dans les années 80. C'est beaucoup plus tactique, il y a beaucoup plus de maîtrise. L'équipe de Socrates, par exemple, on n'est pas prêt de la voir avec le même niveau de folie avec Neymar. Par rapport à ce qui était dit, c'est vrai que l'Europe a apparemment la main en fait, c'est-à-dire que via les clubs, elle a la main économique. Mais ça a été au prix de la mondialisation des marques que constituent les clubs. C'est-à-dire que c'est pas tant le jeu qui est revenu à l'Europe, c'est l'Europe qui fait des efforts. Je vois que le PSG a ouvert un bureau en Indonésie, à New York, Manchester United a des bureaux dans toute l'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire c'est plutôt les Européens qui ont réussi à développer des marques globales. Il faut mesurer. Par exemple, c'est jamais aussi frappant que quand vous voyez un match à Manchester United ou à Liverpool, où là vous avez quand même des charters de Japonais qui débarquent, tickets de match. Si c'est Liverpool, on va visiter là où les Beatles se jouaient. Enfin, c'est Disneyland le truc. Mais c'est profondément le sens dans lequel on va. C'est-à-dire qu'ils ont réussi quand même en grande partie à déterritorialiser, en tout cas leur marque. Et ça, c'est plutôt, comment dire, un triomphe marketing, me semble-t-il, que le jeu qui revient toujours aux mêmes acteurs. Oui, sauf que, alors je ne sais pas si la comparaison d'ailleurs est à l'avantage de l'Europe, mais par exemple si on évoquait la nouvelle économie numérique, on dirait les grandes marques, elles sont américaines, bon, c'est les GAFA. Oui. Si on évoque le football, on dirait les grandes marques, elles sont européennes, c'est Manchester United, oui. Madrid, Barcelone, etc. Oui, mais qu'est-ce qu'on met dans Barcelone? Est-ce qu'on met Messi? Messi, c'est un joueur argentin.
Est-ce qu'on met, c'est-à-dire que on a été obligé de mettre des intrants qui rendent la notion, je trouve, territoriale plus compliquée. Aujourd'hui, le Qatar, c'est quoi? Enfin, le PSG, c'est quoi? C'est Doha. Les décisions se prennent à Doha, les entraîneurs sont embauchés à Doha, alors même que Nasser Al-Khelaifi est en train d'en auditionner un autre. Pendant ce temps-là, Tamim, il signe Tuchel. Enfin, je veux dire, tout se passe là-bas. C'est un club qui est de fait, qui est déterritorialisé. C'est pareil pour City, où ça se trame à Abu Dhabi. C'est-à-dire qu'on est sur des... Alors, ils ont effectivement compris ça, mais c'est comme si c'était des espèces de plateformes ou des porte-avions pour aller Dieu sait où. Il y a quelque chose d'assez complexe derrière tout ça. 5 minutes. L'attribution. On avait commencé à aborder le sujet, mais oui, quels sont les enjeux, les enjeux des... Comment ça se passe, au fait Les attributions du Coupe du Monde, elles d'abord dépassent le simple enjeu sportif, pour pas dire que ça devient presque secondaire. Aujourd'hui, derrière chaque manifestation sportive, et c'est encore plus vrai pour les Coupes du Monde, il y a un enjeu d'aménagement des territoires. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est l'occasion de faire de gigantesques opérations d'aménagement, de privatisation de certains espaces et de s'affranchir des règles. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce qui s'est passé au Brésil, ce qui va se passer en France avec les Jeux Olympiques, ce qui s'est passé avec les Coupes du Monde. Donc, il y a des lois d'exception qui sont mises en place, en tout cas des exceptions juridiques qui sont permises. Donc déjà, il y a des enjeux politiques, financiers énormes. Ensuite, dans ces attributions, il y a le grand jeu qui se déploie, c'est-à-dire que certains vont trouver derrière le Coupe du Monde le meilleur moyen de montrer leur puissance sportive. Or, aujourd'hui, vous ne pouvez pas être une grande puissance globale si vous n'avez pas cette puissance sportive avec vous. C'est pour ça que les États-Unis et la Chine sont revenus dans le jeu. Si les États-Unis veulent à tout prix avoir la Coupe du Monde 2026 et organiser 70% des matchs, c'est pas simplement parce que le football s'y déploie. C'est parce que derrière, il y a une vraie volonté aussi, alors on parlait du contrôle des flux financiers, c'est-à-dire d'avoir toujours la mainmise, mais aussi de montrer que dans la lutte, qui est plutôt dans la compétition avec la Chine, ils ont toujours le monopole sportif, en tout cas toujours l'ascendant. La Chine est de l'autre côté. Après, pour ce qui est des désignations et des modes d'attribution, ça dépend de la FIFA et de son système de vote. Jusqu'à la procédure de décembre 2010, celle qui a vu le Qatar et la Russie obtenir les Coupes du Monde 2018 et 2022, le système était opaque, c'était moins d'une trentaine de personnes qui géraient, c'était même moins de 20. Donc c'était le petit gouvernement de la FIFA, son COMEX, son comité exécutif, qui gérait. Aujourd'hui, c'est un pays, une voix. Et donc là, les rapports de force sont complètement différents. Explosé, ouais. Ce qui est en train de paniquer complètement Gianni Infantino, parce qu'il n'a plus la main mise. Aujourd'hui, la FIFA ne peut plus dire avec des projets comme Goal, qui étaient des projets certes très ambitieux, très généreux, mais qui se sont transformés en gigantesques plans de détournement d'argent. Le président Gaulle, c'était 1 million sur la table, 1 million sous la table. Hein. Voilà. C'était ça. Je voulais finir. Et derrière, on s'est très rapidement rendu compte que la FIFA voyait certes ses intérêts, mais voyait plus loin, plus grand, et voyait surtout le développement de son business. Et derrière, la géopolitique s'y est invitée, avec un vrai rapport de force. Et ça, on l'a constaté après décembre 2010. Quand les États-Unis ont vu la défaite, ils ont clairement activé la machine judiciaire et ils ont poussé la justice suisse à aller dans leur sens. Et tout ce qui s'est passé avec cette Blatter et Michel Platini est en grande partie lié à ça. La volonté de contrôler les flux financiers, certes, on en parlait avant de commencer le débat, mais aussi une manière de réaffirmer que lorsqu'on parle de sport, les premiers seront les Américains, ils font tout pour. Et vous allez le constater avec 2026. Pour que le président américain se mêle de la situation, c'est parce qu'il y a une péril dans la demeure, alors que les organisateurs de la candidature avaient tout fait pour laisser Donald Trump de côté. Ils ont, pour les candidatures, ça dépasse le cadre du foot, mais enfin, ils peuvent n'être que très heureux d'avoir les États-Unis qui candidatent. Parce qu'ils ont des problèmes au niveau des candidatures. C'est-à-dire que il y a eu, par exemple, pour des Jeux Olympiques d'hiver, on s'est retrouvé avec un dernier tour avec les Kazakhs et les Chinois. Parce que les Norvégiens ont dit on ne veut pas. Ce que je veux dire, c'est que dans les démocraties, il y a quand même ce souci de dire ça coûte trop d'argent. En plus, la FIFA, c'est simple, hein, on mutualise les dépenses et nous on récupère les bénéfices. Donc ils ont quand même un réel problème de candidature crédible pour pas aligner par exemple le prochain euro, l'euro de 2020. Il est le truc qui était derrière, vous savez que c'est organisé dans plusieurs pays, je crois que 12 ou 13. Le truc qui était derrière ça, c'est on ne va pas imposer à un pays de construire 10 stades aux normes UEFA.
Parce qu'on ne peut pas faire supporter ça à un pays, l'Occident est en crise, c'est fini, on ne peut pas faire ça. Donc ça va être un coup en Slovénie, un coup à Bilbao, un coup au Pays de Galles. Je veux dire, c'est qu'il y a quand même un hiatus ou une contradiction à ce stade entre le fait d'organiser des gros événements et les pays démocratiques. Parce que vous allez avoir une association d'écolos qui va vous dire non, là le coléoptère, on ne construit pas le stade, ou on peut pas. C'est-à-dire que ça devient compliqué. C'est plutôt dans le bon sens, parce que c'est quand même une prise de conscience qu'il faut avoir. Mais voilà, à mon idée, la candidature américaine est extrêmement précieuse. C'est pour ça que ça a été Paris et Los Angeles aussi. Surtout ces deux-là, on se les garde. Parce qu'on veut pas récupérer je sais pas qui. Voilà. Merci les amis. Il n'y a pas d'arrêt de jeu ? Bravo. Donc on va un petit film.